Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est un numéro spécial d'Au cœur de l'histoire, une sorte de hors-série de fin d'année que nous propose aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Je me suis dit, comme ça, à quelques jours des vacances, alors qu'il nous reste fort peu de rendez-vous avant la trêve des confiseurs, à partir de lundi prochain, vous pourrez réécouter quelques-unes des meilleures émissions de ce début de saison, je me suis dit que j'allais, une fois n'est pas coutume, essayer de vous donner quelques réflexions sur cette matière qui nous réunit chaque jour à 14h, l'histoire. Après quoi, je demanderai à l'un des auteurs qui ont le plus médité sur l'histoire de France, à Jean Sévilla, de nous livrer quelques clés pour mieux la comprendre selon lui. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous continuerez à nous livrer les secrets de Noël. Et oui, en effet, puisque je répondrai à la question gourmande de Charlotte sur l'origine des bûches de Noël. Mais avant cela, donc, posons-nous quelques questions sur cette passion qui nous réunit, l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le jour du bac de philo, j'entre un peu fébrile comme les autres candidats dans la salle d'examen, je m'installe, je sors mon stylo, on prépare la copie, vous savez comment ça se passe. C'est le moment des sueurs froides, là, on distribue les sujets, vite, et la surprise, stupéfaction même, le premier sujet au choix, celui de la dissertation, et le suivant, peut-on écrire l'histoire ? Ça, vous avouerez que c'est pas banal. Je vais pouvoir, 4 heures durant, donner libre cours à mes réflexions sur ce qui déjà, à cette époque, constituait mon sujet favori, l'histoire. Tout de suite, je note sur mon brouillon, comme si j'avais peur de l'oublier, une citation de mon historien préféré, Arnold Toynbee. Les composantes de la société ne sont pas les êtres humains, mais les relations qui existent entre eux. Ça doit pouvoir être casé quelque part, ça. Et puis, je commence à griffonner des idées, ces mêmes idées que je serai amené à préciser, à développer des années plus tard lors de mes séminaires de méthodologie historique à l'école des hautes études. Le moins qu'on puisse dire, c'est que, depuis 30 ans, j'aurais tourné et retourné cette question, peut-on écrire l'histoire, et également son corollaire immédiat, doit-on raconter l'histoire? Parce qu'après tout, je fais ou tente de faire chaque jour à ce micro. Peut-être faudrait-il que je commence par définir ce qu'on appelle l'histoire. C'est l'étude du passé. Bon, ça d'accord. Le Larousse nous dit... connaissance du passé de l'humanité et des sociétés humaines. Discipline, c'est important parce qu'il y a la connaissance d'un côté, puis il y a la discipline qui étudie ce passé et cherche à le reconstituer. C'est intéressant parce que déjà, cette définition du Larousse est contestable en soi. Mais je passe. Alors, quel passé d'abord ? Passé parfois très lointain, passé très proche. Quand j'ai fait les premières émissions ici à Europe 1 il y a 11 ans, je suis allé demander des conseils à 2 grands devanciers, Alain Decaux, que je salue chaleureusement, et le regretté André Castelot. André Castelot me disait que pour qu'un sujet devienne historique, il fallait que tous ses protagonistes soient morts. Sinon, disait-il, les témoignages, avec ce qu'ils peuvent comporter de biaisé, viennent parasiter les sources. Quant à Alain Decaux, il nous a déclaré à ce même micro, l'histoire, ça commence il y a 5 minutes. Là, il y a donc 2 conceptions qui sont toutes les 2 valables. Pour ma part, je vous avoue que je préfère la première, celle qui permet de distinguer plus facilement ce qui appartient vraiment à l'histoire, matière froide et qu'on peut toujours réchauffer en quelque sorte, et ce qui relève de la mémoire, matière bien chaude et qu'on a souvent du mal à refroidir. Voilà ce que disait le grand universitaire et diplomate Jean Cazeneuve pour définir l'histoire. Tout ce qui s'est passé dans l'humanité depuis ses débuts jusqu'à maintenant fait partie de l'histoire, écrivait-il. À la rigueur, on peut en exclure la préhistoire, qui, comme l'indique ce mot, lui serait antérieure pour la seule raison qu'elle concerne des sociétés qui, ignorant encore l'écriture, n'avaient pas d'archives, c'est-à-dire pas de mémoire du temps écoulé. Donc, conclut Jean Cazeneuve pour cette définition sur la périodicité, sur la période, donc le domaine de l'histoire se situe dans les siècles qui se sont écoulés depuis l'émergence de la civilisation écrite jusqu'à nos jours. Bon.
Face à ce passé, l'historien, et là encore il faudrait définir ce qu'on appelle un historien, mais là aussi je préfère glisser sur le sujet, on aura peut-être l'occasion de revenir sur tout ça avec Jean Sévilla tout à l'heure, l'historien doit procéder par étapes. L'histoire, ça vient du mot histoire, ça vient du mot historia, ça veut dire enquête, et par dérivation, connaissance acquise par voie d'enquête, nous dit le bailli. L'historien, c'est donc, et je suis tout à fait d'accord avec cette définition, c'est donc avant tout un enquêteur. Et comme tout enquêteur, il doit relever des faits, les analyser, les interpréter et en rendre compte. C'est les 4 étapes. Alors, ces 4 étapes, évidemment, déterminent des savoir-faire différents. D'abord et avant tout, prioritairement, les faits. Ça, c'est fondamental. Comment trouver les faits? Comment les reconstituer, pour reprendre la vieille définition du Larousse? D'abord, on dispose d'archives à partir du moment où l'on est dans des périodes historiques. Des archives de tous ordres. Certains vous diront que l'archéologie peut parfois voler au secours de l'archive, mais ça, c'est déjà un débat à part entière. Ensuite, vous avez les témoignages, qui sont des témoignages incidents, tout ce qui est courrier, les correspondances, les journaux, etc. Ou volontaires, c'est-à-dire les mémoires, les souvenirs. Vous avez ensuite ce qu'on appelle la chronique, c'est-à-dire l'histoire déjà écrite, mais écrite dans les siècles passés. Et puis, la bibliographie plus ou moins récente qui vous permet d'avoir un regard déjà filtré sur les événements. Je dis bien déjà filtré. Vous voyez à quel point déjà cette question des faits pose des problèmes. C'est une étape essentielle, incontournable, qui suppose de la rigueur, de la minutie, un certain courage, parce que parfois il faut aller au-devant du sujet, qui suppose de la persévérance. Il y a tout un travail de fourmi. Certains diront de rat de bibliothèque ou de mineur au charbon. Entre nous, c'est la partie dure du métier, mais c'est aussi, à mes yeux, sa part la plus noble. Alors après, une fois que vous avez établi bien les faits, ou réétabli des faits qui avaient été mal établis avant vous, ça peut arriver, l'analyse. Ça, c'est ce qui, en tout cas pour moi, est le plus passionnant. C'est le domaine du raisonnement, du détachement, de la compréhension, bref, de l'intelligence. Le Parisien titré récemment disait Franck Ferrand se prend pour Colombo. C'est vrai que moi, j'aime cet aspect analyse à partir de l'enquête. Alain Decaux disait la même chose, d'ailleurs, je le cite. J'ai personnellement besoin de savoir, mais n'est-ce pas là d'ailleurs le moteur de toute recherche, disait-il. J'essaie d'envisager le problème sous un nouvel angle, de l'aborder toujours différemment. Je crois que l'histoire dans son ensemble est une vaste énigme. Lorsque j'écris la vie d'un personnage, je suis en quête de sa vérité et au fond, je ne regrette pas d'avoir engagé ma carrière de cette sorte et d'avoir exercé mon esprit dans ce sens. Plus tard, quand j'ai écrit l'histoire des Françaises, j'ai passé 10 ans de ma vie à chercher qui étaient les femmes qui ont vécu sur le territoire appelé à devenir la France, ce qu'elles ont été de la préhistoire jusqu'à nos jours. En apparence, il n'y a rien là de commun avec une enquête sur le masque de fer. En apparence seulement, dit Alain Decaux, car en vérité, c'est exactement le même. C'était un extrait de l'ouverture de l'opéra de Karl Maria von Weber, le générique également de l'émission d'Alain Decaux, La Tribune de l'Histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Nous sommes toujours au cœur de l'histoire et nous vous retrouvons. Franck Ferrand, vous réfléchissez sur l'histoire aujourd'hui. Exactement, je réfléchis à voix haute si vous voulez. Alors quand les faits sont connus, établis plus exactement, et analysés, reste à les interpréter. Et c'est là qu'intervient la subjectivité de l'historien. Je cite ici Marc Ferraud. Tentons de définir ce que pourrait être l'objectivité en histoire, écrit Marc Ferraud. Elle devrait préalablement être loyale, ce qui serait la moindre des choses. Pour l'être, il faudrait donner, sur les guerres de religion par exemple, le point de vue des catholiques et celui des protestants. Eh bien, cette objectivité-là n'existe pas. Ou bien vous trouvez le point de vue des catholiques, ou celui des protestants selon la tendance de l'auteur. Alors, vous allez me dire à des degrés divers, bien entendu. Il y a des auteurs qui sont totalement côté catholique, d'autres totalement côté protestant, et puis il y a évidemment tout le spectre entre les deux. Qui parle et qui raconte, poursuit Marc Ferraud. L'histoire donne toujours la parole aux vainqueurs, pas aux vaincus. Ça, je pense que c'est essentiel et j'ai souvent l'occasion de vous le raconter à ce micro. On donne, par exemple, la parole aux Turcs quand ils triomphent des Arméniens et aux Arméniens quand ils se vengent des Turcs. Les seules fois où l'on donne la parole aux vaincus, c'est quand nous sommes nous-mêmes vaincus, dit-il. Là, impossible d'escamoter. Comment voulez-vous qu'une histoire faite dans les conditions que je viens de relever soit objective? Et j'ajoute que l'historien qui voudrait, dans un souci d'objectivité, examiner les raisons de l'adversaire, serait jugé comme un traître. Alors peut-être que là, Marc Ferraud va un peu loin. Le mot traître n'est peut-être pas tout à fait le bon, mais en tout cas, il serait considéré souvent comme peu
honnête dans sa démarche. Et ça, c'est toute la... Là, il y a véritablement une grande question que s'est beaucoup posée Jean Sévillat, sur laquelle il travaille depuis des années et sur laquelle, évidemment, nous allons revenir ensemble. Alors donc, établir les faits, les analyser, les interpréter, puis ensuite, c'est là qu'intervient le talent de l'écrivain ou celui du conteur, c'est là que vient le récit qu'on peut faire de tout cela et qui peut donner naissance parfois à un beau texte, voire superbe ou éblouissant quand c'est Michelet qui écrit, ou bien à une tartine illisible. Et là, je ne citerai pas de nom, j'ai déjà assez d'ennemis comme cela. Les deux dernières phases, c'est-à-dire l'interprétation et le récit, sont évidemment celles qui vont faire la différence. C'est ici qu'au plus haut niveau, ce qu'on appelle les grands historiens se distinguent entre eux par leur positionnement politique et idéologique, évidemment, mais aussi par leur style, leur capacité à transcender la matière, à se l'approprier, à la faire chanter autrement. Pour filer la métaphore, c'est le travail du joaillier après celui du mineur. Vous voyez, il faut sertir la pierre, d'abord la tailler, puis la sertir. C'est le moment d'évoquer quelques-uns des grands noms de l'école historique française. Alors j'ai déjà 2 ou 3 fois cité Michelet depuis tout à l'heure. Il faudrait prendre le temps d'évoquer Hippolyte Taine, Ernest Lavis, Jacques Bainville, Fernand Braudel par exemple, avec à chaque fois non seulement un talent fulgurant, mais un point de vue différent. Si vous voulez, je mets cet aspect de côté et nous l'évoquerons tout à l'heure en compagnie de Jean Sévillat. Une chose est certaine, on ne peut pas évoquer toute cette lignée de grands historiens sans évoquer la place très particulière et disons-le très politique revêtue par l'histoire en France. De nouveau, Marc Fesneau. Il parle d'un phénomène typiquement français. Il existe, écrit-il, d'autres pays où l'on a moins peur de l'histoire, où elle est plus sereine. Nous sommes un pays pétri de guerre civile, où depuis Jeanne d'Arc, Armagnac et Bourguignon, catholiques et protestants, républicains et bonapartistes, pétainistes et gaullistes, gauche et droite sont dressés les uns contre les autres. Alors, on aime l'histoire dans le public quand elle ne nous rappelle pas trop ces moments difficiles, dit Marc Fesneau. On ne peut pas dire que les Français falsifient la vérité, mais plutôt qu'ils la contournent en lui préférant la petite histoire, les amours des grands, l'envers de l'histoire. Je me sens un peu visé parce qu'évidemment c'est ce que nous avons tendance à faire ici dans l'émission Au cœur de l'histoire. Il dit de même, pour ne pas se sentir trop responsable de leur propre histoire, ils préfèrent accabler leurs dirigeants ou imaginer des complots et des faits mystérieux pour expliquer tel ou tel drame. On ne nous a pas tout dit, répète-t-on chez nous. Pourtant, l'histoire a peu de mystère, concède Marc Fesneau. Les faits sont généralement connus. Il suffirait de les prendre en compte, mais les Français refusent de convenir qu'une politique est le reflet d'une société la leur. Ils préfèrent accabler des boucs émissaires qui les protègent de toute responsabilité. Là encore, c'est envoyé, si je puis dire. C'est un peu dur, mais il y a sans doute une part de vérité. Alors, comme en France, tout se fait dans le conflit et dans l'opposition, on s'est mis à opposer une grande histoire à une petite histoire, opposition très ancienne, contrairement à ce que pensent certains de mes confrères. Nous y venons dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous vous retrouvons Franck Ferrand pour nous expliquer l'histoire aujourd'hui. Oui, alors j'étais à cette distinction grande et petite histoire, assez artificielle du reste. Pour simplifier les choses, certains vont expliquer les journées d'octobre 1789, c'est-à-dire le retour de la famille royale de Versailles à Paris, par une prise de conscience politique de la population parisienne, par un basculement du pouvoir de l'exécutif vers le législatif, par l'incapacité de Louis XVI à proposer un contre-projet politique, c'est ce qu'on appelle la grande histoire. Et puis d'autres vont mettre en avant le fait que le 5 octobre, Louis XVI était à la chasse, qu'il pleuvait sur les manifestants, que le président Mounier voulait faire signer sa déclaration des droits de l'homme et que les grilles du château n'arrivaient pas à fermer. Ça, c'est ce qu'on appelle la petite histoire. Quant au rôle essentiel, décisif de Lafayette et de ses gardes nationaux dans l'affaire, est-ce qu'il appartient à la grande ou à la petite histoire ? Vous voyez bien qu'on est un peu à cheval sur les deux. Appartiennent à la petite histoire les individus et les faits qui ont eu un certain retentissement et qui, sans avoir directement leur place dans le devenir des nations et de l'humanité, ont pourtant avec lui quelques liens, de sorte qu'ils peuvent d'une certaine manière être considérés de ce point de vue comme des causes secondaires, écrivait Jean Cazeneuve. La petite histoire, ajoutait-il, c'est aussi une approche différente de la grande et, pour recourir à une autre métaphore, une entrée par les coulisses permettant de mieux comprendre ce qui se passe sur la grande scène. C'est en outre bien souvent le regard sur des affaires ténébreuses, mystérieuses, étranges, controversées qui fascinent ou intriguent
intrigue le lecteur. Eh oui, la question de l'intérêt du lecteur et de l'auditeur, très lié, me semble-t-il, à la dimension pédagogique de l'histoire. Nous allons y revenir. Pour le moment, allons au bout de cette opposition grande histoire, petite histoire. Vous savez que dans l'entre-deux-guerres, cette opposition a été largement dépassée, me semble-t-il, et remplacée par une dichotomie plus intéressante, celle entre histoire événementielle et histoire structurelle. C'est toute l'aventure passionnante de ce courant fondé par deux grands historiens, Lucien Febvre et Marc Bloch, qu'on appelle l'école des annales, parce qu'ils étaient les rédacteurs d'une revue qui s'appelait les Annales d'histoire économique et sociale. Une revue qui d'ailleurs, entre parenthèses, s'inscrivait dans la lignée de la revue historique, mais ça nous entraînerait trop loin. On a donné, pensaient ces nouveaux historiens, trop de place à l'événement. Les batailles, les traités, les mariages princiers, les émeutes, les accidents divers de l'histoire, tout ça, ce n'est que l'écume. Il faut entrer dans le fond, dans la masse de la matière. En gros, et au risque de caricaturer un peu une pensée par ailleurs très fine, pourquoi toujours parler des rois, des papes et des généraux quand l'histoire de l'humanité, elle s'est d'abord faite par les paysans, les moines et les fantassins. Vous voyez donc une histoire beaucoup plus générale, statistique, avec un dépouillement systématique. On se rapproche d'ailleurs avec cette histoire des autres domaines scientifiques et on se met comme par hasard à considérer alors l'histoire comme une véritable science. Science sociale certes, mais science tout de même. Tout ça est très intéressant à un certain niveau. Moi, j'ai le souvenir dans mes études d'histoire de m'être beaucoup passionné pour tous ces débats. Mais évidemment, il y a quand même un aspect qu'on oublie dans tout ça, c'est la désincarnation qui va avec. C'est que quand vous parlez de cette histoire très statistique, très sérielle, vous perdez de vue les gens eux-mêmes. Ça me fait penser à Cécile Saint-Laurent, vous savez, Jacques Laurent, qui disait que 2 livres l'avaient guidé, l'avaient mis sur le chemin de l'histoire lorsqu'il était enfant. Il parlait d'un premier livre dont les illustrateurs, je le cite, s'étaient naturellement complus dans le pathétique. Victime à demi nue, meurtrier barbu, du sang et des flammes, disait-il. Et puis, l'autre livre présentait une autre histoire de France vaste et lumineuse. Le texte courait, écrit-il, à travers les aquarelles de Job où alternaient l'azur et les ciels tourmentés. L'azur quand la petite fille France jouait dans les forêts gauloises. L'orage quand elle se cachait effrayée par les hordes d'Attila dont les cavaliers ne déferlaient sur une double page, etc. Ça, c'était une histoire charnelle, une histoire vécue. Une histoire qui ressemble beaucoup à celle que nous faisons, nous, dans les médias. C'est notre rôle, planter le décor, créer l'ambiance, donner de la chair. Écoutons ce que cela donnait dans la voix de Philippe Alfonsi sur cette même antenne d'Europe 1, c'était en 1980. 22 janvier 1956, c'est un dimanche. Un dimanche froid et pluvieux d'un hiver gris et terne. Groupés autour de la table dominicale, nappe propre, vin fin et vaisselle des grands jours, les Français savourent les joies de la vie familiale. La vie de famille, dont un récent sondage publié par l'Express nous apprend qu'elle constitue pour 2 Français sur 3 l'image parfaite du bonheur. Trônant en bonne place sur le meuble de la salle à manger, le poste de radio parle de tout et de rien, du temps, du sport et surtout du match de football qui doit avoir lieu cet après-midi au Parc des Princes. Un match qui opposera l'équipe de France à celle de la Tchécoslovaquie, un match sur lequel on fonde beaucoup d'espoir. Extraordinaire émission de Philippe Alfonsi. Alors il existe une opposition foncière sur laquelle je ne me suis pas attardé jusqu'ici, c'est cette dichotomie politique, antagonisme même. D'un côté, une histoire, disons, progressiste, voire révolutionnaire, disons de gauche, de l'autre une histoire conservatrice, voire traditionnelle, plutôt de droite. On peut dire que depuis 50 ans, la plupart des manuels d'histoire appartiennent à la première catégorie. Eh bien, très clairement, celui de Jean Sévilla se place délibérément dans la seconde. En sa compagnie, dans un instant, nous allons donc voir ce que peut être une histoire passionnée de la France. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. L'important dans la bataille, c'est l'histoire qu'on découpe ou qu'on détaille selon l'auditoire. On inverse un peu les rôles, on rajoute un petit morceau, ça rend les récits plus drôles et pour être un héros. À l'heure où l'on fait les comptes, pour la gloire, ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire. Yves Duteil sur Europe 1, l'extrait de Ça n'est pas ce qu'on fait qui compte. Vous nous parlez, Franck Ferrand, cet après-midi des histoires nationales avec votre invité Jean Sévilla, rédacteur en chef adjoint au Figaro Magazine et membre du conseil scientifique du Figaro Magazine, auteur de Histoire passionnée de la France aux éditions Perrin. Bonjour Jean Sévilla. Bonjour. Alors votre ouvrage, est-ce qu'on peut dire que c'est un manuel? Ce n'est pas du tout dépréciatif de dire ça, hein. C'est-à-dire c'est une grande fresque que vous nous proposez dans un style extrêmement limpide, avec des idées bien claires,
clair, avec des repères qui nous changent un peu de l'espèce de soupe dans laquelle on a tendance souvent à plonger les écoliers et les étudiants. Vous nous proposez en quelque sorte votre regard sur une grande épopée nationale. Oui, je prends le terme manuel comme un terme positif parce qu'en effet, je crois que l'histoire de France aujourd'hui est mal enseignée. Il y a tout un débat qui traverse notre société, qui agite notre société sur la façon dont il faut ou pas enseigner l'histoire à l'école. Moi, je pense que le fait qu'on ait casser la chronologie, le fait qu'on fasse de l'histoire exclusivement thématique, transversale, ça introduit beaucoup de confusion dans les esprits parce qu'on n'enseigne pas l'histoire à des enfants de 10 ans comme on peut l'enseigner à des étudiants qui sont en agrégation d'histoire. C'est ça, on met un peu la charrue avant les bœufs. Voilà. En soi, l'histoire sociale, économique, culturelle a sa légitimité. Mais ça suppose d'abord connaître les bases. Oui, voilà. C'est ça. Donc il faut des repères, il faut des événements, des personnages, des périodes. Un peu d'émotion quand même. Un peu d'émotion. des images, et donc quelque chose qui soit humain. Alors voilà, c'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre, qui est un grand récit de notre histoire, et donc je ne rougis pas de ce terme de manuel, même si c'est pas un livre scolaire, c'est un livre pour tous les âges. Pour tout le monde, oui, vraiment. Vous avez intitulé cela « Histoire passionnée de la France », parce que, pour vous situer dans une des catégories que j'ai énoncées dans le préambule de cette émission, vous admettez clairement que vous écrivez l'histoire du point de vue français. Il n'y a pas de volonté, d'abstraction ou d'objectivité extérieure dans votre travail. Oui. Vous nous racontez notre histoire, si je puis dire. C'est l'histoire de France vue par un Français qui aime son pays. Je ne rougis pas d'aimer mon pays. Ce qui ne veut pas dire que je le place sur un autel. Notre histoire a eu ses pages sombres aussi. Je les dissimule pas d'ailleurs dans le livre. Mais enfin, c'est vrai que c'est un livre d'amour pour notre pays, pour notre histoire, qui est une histoire passionnante. Alors, nos auditeurs ont réagi à ce que je racontais au début de l'émission. Et parmi les réactions, il y a notamment celle de Catherine qui me paraît très intéressante. Elle dit très souvent: on entend des gens qui jugent d'événements passés avec un regard d'aujourd'hui, un regard moderne. Cela me choque, qu'en pensez-vous? Alors, je crois qu'il y a là, avant de vous donner la parole, peut-être, Jean Sévilla, il faut peut-être distinguer deux choses. L'anachronisme, c'est-à-dire se tromper de grille de lecture pour analyser un phénomène ancien, et puis la téléologie qui consiste à étudier les réactions des gens du passé comme s'ils avaient, comme nous, connaissance de ce qui allait se passer par la suite. Ce sont deux grandes notions, ça. Alors, on fait de la méthodologie historique aujourd'hui, on va très haut. Ça vole très haut, cette émission. Ça vous fait rire, Céline, mais c'est vrai quand même. Mais bon, l'anachronisme, la téléologie sont les deux grands écueils, on va dire, de l'historien débutant, de l'étudiant en histoire. Peu à peu, on apprend à s'en détacher, plus ou moins. Mais c'est vrai qu'on entend presque toujours nos contemporains parler des siècles passés comme si nos valeurs actuelles et notre regard avaient déjà cours dans le passé. C'est étonnant, ça, Jean Sévilla. C'est étonnant, mais c'est en effet la tendance actuelle qui fausse notre regard sur le passé. Il est évident qu'une époque ne peut être comprise que quand on se projette dans les mentalités du temps, quand on a la représentation du monde qu'ont les gens, on a aussi leur géographie intime. Je veux dire, aujourd'hui, pour nous, par exemple, Paris-Lyon, c'est 2 heures de TGV. Mais pour un Parisien du XVe siècle, Lyon, c'est le bout du monde. Donc ça induit un certain nombre de phénomènes de société, de phénomènes politiques dont l'historien doit tenir compte. Et puis pour nous, une journée, c'est vaguement 16 ou 18 heures utiles. Alors que, effectivement, autrefois, et jusqu'à une époque relativement récente, avec les difficultés qu'on pouvait avoir à s'éclairer et accessoirement à se chauffer, les journées étaient plus ou moins longues selon la saison. Vous aviez des journées de 20 heures en été et des journées de 8 heures seulement en hiver. Enfin, nos aïeux jusqu'au 19e siècle ont vécu dans l'obscurité pratiquement jusqu'à 17 heures en hiver, si vous voulez. Et les informations dont nous disposons, nous, en temps quasiment réel, et même à notre époque de surinformation. Pendant très longtemps, il fallait des semaines avant de savoir ce que, par exemple, vous trouviez à Marseille, avant de savoir ce qui pouvait bien se passer à Paris, il se passait tout un laps de temps. Donc il faut se remettre dans tout ce contexte, sans compter que la hiérarchie des valeurs, l'importance donnée et à la famille et à la religion et au travail, etc., n'était pas du tout celle de notre époque. Donc on ne peut pas toujours faire ce travail. Il arrive d'ailleurs que certains de nos auditeurs me reprochent de ne pas le faire suffisamment
évidemment au quotidien, mais c'est la base normalement lorsqu'on prétend parler du passé. Alors j'aimerais avec vous, Jean Sévillia, avant d'entrer dans cette histoire de France tellement fourmillante et qui nous passionne tous, c'est ce qui nous réunit, si je puis dire. J'aimerais qu'on revienne sur un certain nombre de nos grands historiens. Le plus célèbre, le plus grand et aussi le plus honni de tous, c'est celui que j'ai cité plusieurs fois, c'est Jules Michelet, évidemment. Oui, c'est la grande histoire romantique. Michelet écrit au début, dans la première moitié du 19e siècle. C'est un républicain convaincu. Et au fond, il écrit une très belle histoire de France, mais il écrit cela comme une sorte de geste d'épopée du peuple français qui inéluctablement va vers la Révolution, qui est l'apothéose pour lui de notre histoire. Avec un triple tropisme, on peut dire bourgeois, protestant et révolutionnaire, en gros. C'est comme si toute l'histoire de France concourait vers ça. C'est une grille de lecture qui est orientée. Voilà. Il a sa grille de lecture. Par ailleurs, c'est un très grand écrivain, Michelet. Immense écrivain, on ne le dira jamais assez. Très très belle langue. Mais enfin, et puis c'est une histoire de France aussi. C'est une banalité de le dire, mais par définition, qui s'arrête au 19e siècle avec son temps. Or, c'est dans cela aussi qu'elle a vieilli. Depuis Michelet, il s'est passé des événements tout à fait considérables dans notre histoire. Il y a eu beaucoup d'historiens. Adolphe Thiers, qui par ailleurs était aussi un homme politique important, mais qui a écrit une histoire de la Révolution très importante. Guizot, bien entendu. Hippolyte Taine, rôle essentiel, Hippolyte Taine, dans la fixation d'un certain nombre de nos mythes récents. Hippolyte Taine est intéressant, oui, parce que c'était aussi un républicain, et puis un jour il s'est pris de passion pour la Révolution, s'est mis à l'étudier, puis au fond il a changé de perspective. C'est-à-dire lui qui voulait décrier l'Ancien Régime et dire du bien de la Révolution, bien au fur et à mesure qu'il étudiait la Révolution, il avait un point de vue de plus en plus critique sur le phénomène révolutionnaire. On a connu ça avec François Furet dans une période plus récente. Exactement, montrant la part de la logique de la terreur qui a eu lieu dans les événements de la Révolution, et donc Taine de ce point de vue-là à modifier un peu. On a une critique républicaine en quelque sorte de la Révolution, c'est intéressant. En fait, l'histoire que connaissaient les jeunes Français jusqu'à ces dernières années, bon là évidemment nous subissons en ce moment une espèce de vague assez terrible, mais on peut dire que les jeunes Français connaissent beaucoup moins l'histoire. Nous sommes là pour essayer de les repassionner, de leur redonner envie, bien entendu, mais pendant très longtemps c'était l'histoire que délivrait l'école républicaine, à partir de modèles qui étaient ceux des historiens républicains. Je pense à Ernest Lavis, évidemment, largement repris par les fameux, les incontournables Mallet-Isaac. Bien sûr, c'est le grand roman national qui tendait à écrire une histoire de France qui commençait avec Vercingétorix, ce qui est un peu anachronique, mais enfin qui avait au moins la vertu de raconter à tous les petits Français, vous êtes des descendants des Gaulois, vous avez toute une histoire. C'était une histoire très intégratrice qui s'adressait à tout le monde, et au fond, elle servait un peu de ciment civique aussi à la France, et je pense que c'était un rôle utile, même si scientifiquement c'est une histoire contestable. Alors, traditionnellement, une grande partie des historiens sont classés, disons, plutôt à gauche, voire très à gauche. Il y a quand même eu quelques très grands historiens de droite. Il y a deux noms qui émergent évidemment, avant le vôtre, Jean Sévillia. C'est évidemment celui de Jacques Bainville et puis celui de Pierre Gaxotte, qui sont donc deux grands auteurs, deux grands écrivains, historiens de droite, on va dire, qui vont un peu contre cette école républicaine ou néo-républicaine. Oui, Bainville était un écrivain, historien monarchiste qui a vécu au milieu du XXe siècle. Et il a écrit une très belle histoire de France qui est très intéressante. C'est un très beau livre de synthèse qui date sur un plan historiographique strict. Il y a des points de vue qui sont datés, puis qui aussi ils sont biaisés par son point de vue. Il était très obsédé, ça se comprend en son temps, par la question de la relation franco-allemande. C'est un homme qui a vu deux avant-guerres en quelque sorte. Et donc il tente à écrire toute notre histoire par rapport aux relations entre la France et l'Allemagne. C'est un point de vue qui est partiel à mon sens aujourd'hui, même s'il a son importance. Et puis Pierre Gaxotte, dont vous venez de citer le nom, c'était aussi un grand historien de la Révolution. C'était un normalien, lui, de formation universitaire, historien de l'Ancien Régime. C'était aussi un homme clairement engagé à droite. Il a écrit dans le Figaro jusqu'à la fin de sa vie. Mais ses travaux sont toujours édités et ont leur valeur. Nous allons dans un instant feuilleter l'histoire passionnée de la France que publie Jean Sévillia chez Perrin, et nous allons revenir sur un certain nombre des lignes de force, des grandes notions qui ont bâti et qui ont finalement aussi en partie parfois desservi la France. Franck Ferrand, 14h, 15h
sur Europe 1. Au cœur de l'histoire cet après-midi, vous nous parlez, Franck Ferrand, des histoires nationales avec votre invité Jean Sévillia, rédacteur en chef adjoint au Figaro Magazine et membre du conseil scientifique du Figaro Histoire, auteur de l'ouvrage Histoire passionnée de la France aux éditions Perrin. Comme on est à quelques jours de Noël, on peut dire que ça c'est le cadeau idéal. C'est magnifiquement illustré en plus en couleur. On peut dire qu'il y a là de quoi former un historien en herbe et puis réviser aussi ses classiques un peu de temps en temps et avoir le point de vue de Jean Sévillia sur l'histoire. Alors justement, comment la voyez-vous cette France, Jean Sévillia ? Vous faites remonter en quelque sorte le socle de ce qui constitue l'identité de la France à l'arrivée des Romains et à la différence qu'il pouvait y avoir avec les vieilles coutumes locales et celtes notamment. Oui, je pense que quelque chose part de notre histoire à ce moment-là parce que les Romains vont nous léguer le droit. Le droit romain va être fondamental dans la constitution de notre histoire parce que le droit romain comprend la notion d'État. C'est-à-dire l'État, c'est-à-dire comme un organisme de service public au service de la collectivité. Et ce qui va faire que les premières royautés, en s'échappant du carcan barbare, en mettant en place de façon évidemment embryonnaire, des États, c'est-à-dire des structures d'État avec l'équivalent de ce qui sera aujourd'hui des ministères, s'il viendra des ministères dans les temps modernes, mettent en place un organisme qui se met au service de l'ensemble de la collectivité. Et qui ne fera que se développer, que se raffiner au fil des siècles, avec toujours cette référence à l'Empire romain. C'est très intéressant. Chez les rois francs eux-mêmes, on voit cette espèce de modèle en quelque sorte. Il y a une figure que vous ressuscitez en quelque sorte au passage, c'est Pépin le Bref. Oui, c'est un personnage un peu oublié. Il a été, son nom sans doute lui vaut une certaine défaveur. Le Bref, c'est parce qu'il n'était pas grand. Oui, c'est sa taille physique, ouais. Et en fait, c'est au fond, il annonce la grande dynastie carolingienne. Il a été écrasé par son fils en quelque sorte. Le Charlemagne domine l'histoire des Carolingiens, mais Pépin le Bref met en place le système qui va être développé par ses descendants. En feuilletant votre livre, on se dit que s'il devait rester un jour, je ne sais pas, je me place là dans des siècles et des siècles, le plus tard possible, s'il devait ne rester de cette époque de la France, de cette histoire nationale, une chose, c'est peut-être précisément celle de la notion d'État. C'est bien ici qu'elle s'est construite et c'est ici qu'elle a atteint sa plénitude, en quelque sorte, avec tous les rois jusqu'à l'époque moderne. Oui, dans ce sens, je pense que la France est une constitution très politique, est une nation très politique. Et ce rapport à l'État, je pense, court sur toute notre histoire et il a une place centrale aujourd'hui encore dans la société française de 2013. C'est un fruit de notre histoire. Les Allemands ou les Américains n'ont pas ce rapport à l'État que nous avons, nous, Français, parce que nous sommes un pays, une nation qui a été constituée par l'État. On a tendance à nous dire que lorsqu'on étudie notamment la guerre de 100 ans, la vision que nous avons France contre Angleterre est une vision nationaliste des historiens du 19e siècle. Vous nous dites pas du tout. C'était bien la vision qu'avaient déjà les contemporains des événements. Vous nous racontez notamment l'épisode terrible du honteux traité de Troyes en 1420, par exemple. Il l'avait à la fin de la guerre de 100 ans, en tout cas. Au début de la guerre de 100 ans, on est encore dans une logique de légitimité féodale, et c'est ce qu'on appelle la guerre de 100 ans, qui en réalité c'est seulement 20 ans de belligérance sur une période longue de 100 années, voit l'émergence du sentiment national, qui n'est pas encore totalement constitué, mais enfin dont on voit les signes forts, en tout cas à l'époque de Jeanne d'Arc. Quand Jeanne d'Arc veut bouter les Anglais, c'est parce qu'elle les considère comme des étrangers. Donc on est passé d'une légitimité féodale à une légitimité nationale. Je ne sais pas si vous vous êtes laissé influencer par Michelet, Jean Sévillia, mais en tout cas vous donnez au protestantisme et à la réforme une place très importante. Et à certains grands protestants aussi, je pense à Sully, par exemple. Sully, grand ministre de la France, grand serviteur de l'État. Oui, à partir du XVIe siècle, des guerres de religion, les Français se divisent sur le plan religieux. Cette division va rester dans notre histoire, mais le protestantisme sera une minorité importante, restera une minorité importante dans notre histoire. Et le protestantisme français, il faut le savoir, est antérieur à Luther. Donc il y a quelque chose qui est ancré vraiment en France dans le protestantisme français, oui.
Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi dans votre livre, et notamment par rapport au précédent, vous avez toujours un positionnement qui est un positionnement conservateur. C'est votre, j'ai envie de dire, c'est votre façon d'être et de penser. Pas, donc je bon. vais pas... Mais pour autant, vous n'êtes pas du tout hostile à des courants qui, eux, sont les grands courants progressistes de l'histoire de France. Je pense aux Lumières, notamment. Et la vision que vous nous donnez de cette lutte entre Louis XV et ses parlements, par exemple, est une vision que je trouve assez objective, entre nous soit dit. Pas de parti pris. On est assez loin de Pierre Gaxotte, pour le coup. Oui, c'est vrai, mais les Lumières font partie de notre histoire. Elles sont à un moment de notre histoire. Mais si vous voulez, j'ai mes convictions, mais je suis d'abord historien, et donc j'essaie d'avoir un regard objectif et de me distancier parfois même de mes propres convictions. L'histoire, c'est de prendre en compte tout ce qui s'est passé. Sinon, on fait pas de l'histoire, on fait de l'idéologie. Très intéressant le règne de Louis XV d'ailleurs. Là je prêche un peu pour ma paroisse, mais il est un peu écrasé évidemment entre l'extraordinaire règne de Louis XIV et la Révolution française. On parle d'ailleurs même davantage du règne de Louis XVI parce que ce sont déjà les prodromes de la Révolution, mais celui de Louis XV est en quelque sorte le creuset de notre monde actuel. C'est là que tout se... Les idées de la modernité s'affirment sous Louis XV. Et d'ailleurs, nombre de projets qui vont aboutir sous la Révolution ou plus exactement après la Révolution, l'égalité devant la loi, l'égalité devant l'impôt, la nécessité d'institutions de représentation des Français auprès de l'État, sont des idées qui naissent sous Louis XV et auxquelles le roi lui-même n'était pas, non seulement pas hostile, auxquelles il n'était pas hostile, mais même auxquelles il était favorable, mais ça a échoué en raison de la révolte, en quelque sorte, de l'obstruction menée par les privilégiés de l'époque. Alors je ne vous cache pas que lorsqu'on reçoit une histoire de France, on a tendance, moi peut-être moins que d'autres, mais tout de même, on a tendance à commencer la lecture par les chapitres consacrés à la Révolution française. C'est quand même la grande période de bouillonnement, c'est le lieu, le moment de tous les affrontements, tous ces noués et dénoué à cette époque de la Révolution française. Vous lui consacrez une part importante de l'ouvrage, avec quelques révélations d'ailleurs. Je pense notamment à ce que vous nous racontez des massacres de septembre. Oui, les massacres de septembre... Il faudrait rappeler en 2 mots, on est en septembre 1792, la monarchie s'est donc effondrée, elle a été remplacée depuis le 10 août par cette toute jeune république, et l'on va aller dans les différentes prisons massacrer les prisonniers politiques, en fait, non ? Des prisonniers politiques. Et pas seulement d'ailleurs. Oui, pas seulement. Voilà, de droit commun aussi. Oui. En fait, ces massacres de septembre ont été prémédités, c'était voulu. C'est un phénomène révolutionnaire, au fond, pour créer un choc de l'opinion et pour créer cette impression, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Voilà, c'est donc un phénomène de mobilisation révolutionnaire. On verra le même phénomène dans les révolutions modernes. Les bolcheviks ont fait la même chose. Voilà. Donc, les massacres de septembre sont une page, je pense, très sombre de notre histoire. La Révolution, vous essayez, là encore, je dis bien vous essayez d'être objectif, mais enfin vous avez un peu la dent dure parfois, monsieur... Et oui, je trouve qu'il y a quand même un paradoxe, pardonnez-moi, dans la Révolution française. C'est le moment qui invente la démocratie. Or, la démocratie a été constamment violée pendant toute la Révolution, parce que c'est le pouvoir des minorités ou c'est le pouvoir de la rue qui prédomine pendant la Révolution. Et puis la Révolution invente les droits de l'homme. En soi, c'est très bien, mais je constate qu'ils ont été tous violés pendant que ce soit le droit de propriété, le droit de liberté d'expression, etc. Tous les droits fondamentaux de l'homme ont été violés pendant la Révolution. Donc il y a une contradiction au cœur même de l'histoire de la Révolution française. Je le dis dans mon livre, je crois que c'est la vérité de l'histoire. Il faut la dire. Cela dit, je ne limite pas mon regard sur la Révolution française à cela. La Révolution a fait accoucher aussi de réformes qui étaient légitimes, attendues, qui avaient été bloquées à la fin de l'Ancien Régime. Vous nous parlez bien entendu longuement de Napoléon, et d'ailleurs vous avez sur Napoléon une vision, j'ai envie de dire, très politique là encore, qui est moins celle de l'épopée que celle de l'installation d'une nouvelle administration en quelque sorte. Oui, c'est encore l'État. C'est l'État, toujours cette... On retrouve encore une fois l'État dont nous parlions il y a un instant. Napoléon Bonaparte, premier consul, crée un État dont nous sommes encore très redevables. L'institution des préfets, par exemple, les préfectures sont quelque chose qui compte dans la France d'aujourd'hui, et c'est une institution napoléonienne. Alors par ailleurs, Napoléon a lancé la France, à mon sens, dans des guerres qui n'étaient loin d'être toutes dictées par l'intérêt national de la France, très coûteuses en hommes, et qui ont bouleversé la carte de l'Europe, souvent sans grand profit pour notre pays.
Le 19e siècle occupe une place importante dans cet ouvrage, avec la Restauration, la monarchie de Juillet, le Second Empire, les débuts d'une Troisième République sur laquelle vous nous réservez quelques pages, à mon avis, assez réjouissantes. Et ça, c'est mon avis. Et ce qui est plus étonnant, c'est que vous allez beaucoup plus loin dans le 20e siècle. Pourquoi être allé aussi près de nous? Vous vous arrêtez à nos jours, littéralement. Il y a toute une partie, toute une fin du livre, alors qui est assez succincte, mais qui néanmoins relève, à mon avis, plus de l'actualité que de l'histoire. Vous n'avez pas tort, mais enfin, comment arrêter un récit, si vous voulez. C'est un récit que j'ai commencé même avant l'histoire de la France, puisque je commence avec la préhistoire. Donc, l'ambition de ce livre, c'était de raconter tout ce qui s'est passé sur le sol actuel de la France, depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Alors, je pense aussi qu'il faut du temps pour avoir un vrai regard d'historien, et que même une période comme la guerre d'Algérie, qui date il y a quand même maintenant un demi-siècle, on est à la limite de l'histoire et encore d'actualité, parce qu'il y a des témoins, des gens, bien évidemment, des gens qui ont vécu cette période avec de la souffrance, de la passion, ce qui rend difficile le travail de l'historien. Alors j'ai beaucoup apprécié votre ouvrage, je pense que nos auditeurs l'auront compris, Jean Sévilla. Une petite interrogation, néanmoins un bémol, pourquoi toujours l'histoire de France? Pour avoir donné assez récemment des conférences sur l'histoire de l'Angleterre, sur l'histoire du Saint-Empire romain germanique, on se rend compte que nos concitoyens connaissent extrêmement mal l'histoire des autres grandes nations d'Europe, ne serait-ce que d'Europe. Ce serait intéressant de temps en temps de leur ouvrir un peu les yeux sur l'histoire d'Allemagne, par exemple. Cher Franck Ferrand, je suis tout à fait d'accord. Vous savez, ce sera le deuxième tome. J'aime la France, mais j'aime aussi beaucoup l'Europe. Plusieurs de mes livres étaient consacrés à l'histoire de l'Autriche, qui est un pays qui m'est cher. Donc, je ne pense pas que notre civilisation s'arrête à la ligne bleue des Vosges, à ce qu'on appelait autrefois la ligne bleue des Vosges. Non, il y aura de grandes histoires à faire sur chaque nation européenne, et même sur l'Europe en tant que telle. Et peut-être même alors une histoire de l'Europe, si tant est qu'elle ait en soi un sens. Mais enfin ça nous entraînerait peut-être dans un tout autre débat. Merci beaucoup, Jean Sévilla, d'être venu nous parler d'histoire en général et plus précisément de cette histoire passionnée de la France qui paraît chez Perrin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Charlotte. Elle nous l'a envoyée par mail sur europe1.fr et elle voudrait savoir depuis quand la bûche de Noël fait office de dessert traditionnel à Noël, justement. Alors en fait, ce dessert, pour tout vous dire, il est très récent. La bûche de Noël telle que nous la comprenons, nous, avec la crème au beurre, ça c'est vraiment très récent. Ce qui est beaucoup plus ancien, qui puise au contraire ses racines dans un lointain Moyen-Âge, c'est la véritable bûche que l'on plaçait dans la cheminée et qui devait se consumer depuis la veille de Noël jusqu'au jour de l'an. Donc vous voyez un peu le défi que ça représentait pour le maître de maison. Il fallait trouver une bûche qui soit suffisamment grosse, qui soit suffisamment résistante et sèche pour pouvoir tenir le coup, en quelque sorte. La coutume était répandue, il faut le dire, c'était une coutume qui remonte très très haut. Ça probablement aux anciennes célébrations du solstice d'hiver dont je vous parlais lundi dernier. C'est une coutume qu'on retrouvait dans le Berry. Alors on parlait de la cosse, en Normandie c'était le chuquet, dans les Ardennes c'était la boque, enfin etc. On trouvait un nom différent pour la bûche, mais à chaque fois c'était cette même coutume. Alors pour être bien sûr que la bûche dure, qu'elle fasse long feu, il fallait l'arroser selon les régions avec un mélange d'eau et de sel, d'huile et de miel ou encore de vin. Et si la bûche ne se consumait pas ou qu'elle ne tenait pas suffisamment longtemps, ça c'était un présage de malheur. Je peux vous dire qu'on regardait de très près cette bûche se consumer. Il faut savoir que les bûches en question, dans les belles maisons, je pense notamment dans les maisons royales, elles étaient carrément peintes. Pour vous donner un exemple que je connais bien, à la cour de France, on apportait pour cette période de Noël des bûches qui étaient présentées à côté des cheminées pendant quelques jours avant avant de les mettre dans le foyer et qui étaient peintes aux armes de France ou aux armes des maisons princières, etc. Donc tout ça c'était une belle tradition. Pour ce qui est de la pâtisserie elle-même, les avis divergent. Pour certains, la bûche aurait été créée par Pierre Lacam, un pâtissier français au 19e siècle, en 1879. Pour d'autres, il faut attendre 1945 seulement pour qu'on commence à attraper des indigestions de bûches. Bonjour Elena Mornin. Bonjour Franck, bonjour à tous. Aujourd'hui, avec les experts européens, nous parlons des animaux de compagnie dont certains figurent dans la liste de Père Noël de certains de nos enfants. Alors vous hésitez entre un labrador, un yorkshire, une tortue, pourquoi pas. Des jolis petits cadeaux empoisonnés. Voilà, pas empoisonnés parce que c'est beaucoup d'amour, mais c'est aussi un engagement de soins et c'est aussi un budget. On en parle avec les experts européens. Vos questions, vos témoignages au 3921 ou sur europe1.fr. Surtout que ça vit longtemps les tortues. Merci beaucoup Elena, nous nous retrouvons demain Céline. À demain Franck. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Cœur de l'histoire. Cœur de l'histoire. Cœur de l'histoire. Cœur de l'histoire. Cœur de l'histoire. Cœur de l'histoire. Cœur de l'histoire. Cœur de l'histoire. Cœur de l'histoire.